Donc, la question auquel on va répondre, c'est faut-il se former à l'éthique pour réanimer? Donc, voici mes liens d'intérêt. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec la présentation qui va suivre. Donc, je suis médecin dans le service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Jacques-Cartier et voici les différents groupes auxquels je participe et notamment la commission éthique de la SRLF. Donc, la question faut-il se former à l'éthique pour réanimer? Je vous propose de suivre ce plan-là. Tout d'abord, on va reprendre un peu l'interrogation de qu'est-ce que l'éthique? Ensuite, on se posera la question de savoir si finalement on n'est pas déjà formé à l'éthique dans notre cursus. On va répondre à cette question pourquoi se former, comment mieux se former, et enfin, on fera une projection sur l'avenir et j'essaierai de vous proposer une vision un peu du futur de ce que pourrait être notre éthique. Alors, qu'est-ce que l'éthique? Ce que je vais faire, c'est, je ne vais pas démontrer, on ne va pas reprendre les définitions d'éthique, mais juste montrer que finalement, dans ce cas, dans l'éthique, on peut retrouver des réponses à nos solutions. Alors, si on prend cette définition de Suzanne Ramex, l'éthique n'est ni une science, ni une technique, ni un système de règles, ni un savoir-faire, c'est pourquoi on ne peut l'enseigner. On pourrait se dire que finalement, le débat est clos et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin dans cette présentation. Mais finalement, ça serait lui faire offense que de ne pas donner la suite de son texte. Et finalement, ce qu'elle nous dit, c'est que ça nécessite un travail qui est rationnel et à la fois possible et nécessaire sur les valeurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'éthique, c'est pas quelque chose de spontané, c'est pas quelque chose d'inné, et donc ça se travaille dans le temps. Et Marco et Patnaud disaient, et je trouvais ça assez pertinent, il ne suffit pas finalement pour chacun et chacune d'admettre que l'éthique est une réalité incontournable pour finalement en faire ipso et facto une compétence professionnelle. Si on reprend dans les définitions, alors bien évidemment, on va revenir en arrière, on va arriver à Aristote, l'éthique à Nicomaque. On ne va pas reprendre la définition même, mais je voudrais juste souligner certains mots fondamentaux. Vous voyez, c'est ce lien qu'il fait entre le caractère et l'habitude, il y a le mot habitude. Habitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se fait dans le temps. Et quand on regarde aussi les définitions de Bourdieu, quand on regarde les définitions aussi de Ricoeur, eh bien, on voit cet élément de temporalité qui est fondamental. On a le mot façonner. Façonner, ça veut dire que ça va se sculpter dans le temps. Il va nous falloir du temps pour arriver à une certaine éthique. Et comme le dit aussi, vous voyez, Ricoeur, il nous dit, dans une vie accomplie, l'éthique, elle n'est pas spontanée, on ne l'a pas dès le début. Il va nous falloir vivre un certain nombre de choses pour un moment atteindre ces éléments-là. Et puis il y a d'autres choses que je tiens à dire qui me semblent importantes, c'est estimer la subjectivité. Ce n'est pas quelque chose qui est conclu, et donc c'est important parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut sceller, notamment dans un algorithme. Tout ça pour dire qu'en introduction, l'éthique, elle n'est pas innée, ce n'est pas une aptitude, c'est plutôt une manière d'être, c'est plutôt quelque chose de subjectif qui va s'inscrire dans le temps, c'est une habitude, et elle se vise, d'accord? Et ne s'accomplit probablement qu'après avoir vécu. Alors, question provocante, faut-il se former à l'éthique en réanimation? Est-ce que finalement, il y a de l'éthique en réanimation? Est-ce que c'est un sujet qui nous concerne? La question pourrait paraître provocante, mais c'est toujours important au début d'essayer de répondre à cet élément-là. Et pour ça, je me suis appuyé sur un papier de Soleimani. L'objectif de ce papier, c'était de lister les sujets en éthique qu'on devait enseigner aux étudiants. Et puis j'ai reconstruit avec ce papier-là les sujets qui nous amènent en réanimation, qui nous confrontent en réanimation à de l'éthique. Et puis on le voit bien, aussi bien pour la thématique des patients que pour la thématique de la recherche clinique, les facteurs humains dont François nous a parlé, la gestion de service. Eh bien, dans tous ces éléments-là, il y a des questions éthiques. Et donc oui, on est bien concerné. Donc la question posée initialement est tout à fait justifiée. Faut-il se former à l'éthique pour réanimer? Est-ce qu'on n'est pas déjà formé finalement? Est-ce qu'on n'est pas déjà formé? Et pour ça, on va reprendre un petit peu l'histoire de la formation en éthique. Il y avait déjà des éléments importants en 1995. Et on voit Cordier en 2003 qui disait, dans ce rapport, je trouve ça très beau, il faut nourrir les consciences, il faut mettre l'éthique à l'enseignement. Et Anne Bloch, qui est chirurgien à la Pitié, mais qui est aussi docteur en philosophie, avait fait un rapport sur la formation en éthique et elle montrait, qu'on va le voir dans ce rapport, c'est qu'il y a bel et bien une formation en premier cycle, il y a une formation pour les étudiants et elle est bien présente, cette formation. En deuxième cycle, il y a aussi une formation qui a des formes plus alternatives, avec des staffs, avec des débriefings. Et donc, il y a aussi une formation en deuxième cycle. En troisième cycle, si on prend le sujet de nos internes en médecine intensive réanimation, on peut noter que le CEMIR fait un effort très important pour enseigner l'éthique, aussi bien en phase de socle qu'en phase justement d'approfondissement. Et là, je vous ai mis en exemple un des programmes du CEMIR. On y retrouve un certain nombre de personnes référentes en éthique qui justement montrent bien que, oui, en premier, deuxième et troisième cycle, on a une formation en éthique qui est bien présente. Alors peut-être, après, la question, c'est après. Après, finalement, quand on devient médecin en responsabilité, est-ce qu'on a une formation? Il y a beaucoup d'outils à notre disposition. On peut faire des DU, on peut faire des masters, on peut participer à la commission éthique, et je ne peux que vous inciter à le faire. On peut suivre des enseignements de philosophie au sein de collèges, on peut participer dans des groupes tels que Famille Réa, mais finalement, tout ça,
c'est laissé au libre, c'est à la liberté du praticien. Il peut le faire, comme il peut ne pas le faire. Et c'est peut-être là la question, la première question qu'il faudrait se poser, c'est finalement dans ce cursus-là, est-ce qu'on ne devrait pas avoir dans la formation continue un cursus, entre guillemets, un petit peu plus systématique, un cursus qui s'inscrit dans le temps et qui permettrait pour les médecins en activité, en exercice, en responsabilité, d'avoir une formation qui s'inscrit dans le temps. Se former, c'est justement apporter ces outils qui vont nous permettre de répondre à différents dilemmes éthiques. Alors, pourquoi se former? Est-ce que ça sert de se former? Ça, c'est une question difficile. Finalement, on va regarder ce qui est fait dans les paramédicaux. Grady, initialement, aux US, avait fait une observation, c'est que les infirmières et les travailleurs sociaux, quand ils sont formés en éthique, ils se sentent plus à l'aise dans leur métier. Ils se sentent plus à l'aise et ils arrivent plus facilement à affronter les dilemmes éthiques. Et fort de ce constat, Robinson, par la suite, aux États-Unis toujours, avait mis en place, dans cette étude qui est notée là, elle avait mis en place une sorte de liste de choses pour lesquelles il faudrait faire en formation continue. Et après, elle l'a appliquée. Elle a créé une sorte d'enseignement, un enseignement qui est conséquent chez des gens qui sont en formation continue. C'est plus de 90 heures de formation. Et quand on met en place cet enseignement chez les paramédicaux, eh bien, qu'est-ce qu'elle constate? C'est un constat qui est assez important. On a un bénéfice, une contribution au climat éthique dans le service. On a une diminution de la détresse morale. On a une réalisation des objectifs de soins et on a une diminution du départ du personnel. Extraordinaire ce sujet. On pourrait vraiment en parler pendant assez longtemps. Alors, je trouvais ça assez intéressant. Vous voyez, cette terminologie que j'aime beaucoup. Est-ce que finalement, l'enseignement à l'éthique n'est pas un antidote à la détresse morale? Je trouve cet élément très pertinent et qui mériterait vraiment qu'on réfléchisse plus longtemps dessus. Alors, est-ce qu'en réanimation, il y a des choses qui ont été faites? Finalement, oui. Il y a des choses qui ont été faites et on voit que finalement, dans les services de réanimation, dès l'instant où on instaure un climat éthique, il y a un impact sur la détresse morale, il y a un impact sur la satisfaction dans l'exercice, il y a un impact sur la qualité du travail. Donc oui, quand vous mettez en place des climats éthiques dans vos services en réanimation, ça impacte sur le fonctionnement des soignants. Alors, bien évidemment, c'est important. Citons Dispropricus avec ce dernier papier qui était paru en 2020 dans Intensive Care et qui montre sur un certain nombre de services de réanimation, il y a 26% des soignants qui ont idée de quitter le service dans lequel ils exercent. Et c'est directement corrélé avec l'absence de climat éthique dans le service. Et donc, quand vous instaurez un climat éthique dans un service qui va comprendre le respect mutuel, la concertation multidisciplinaire, ne pas éviter les décisions de fin de vie, quand vous faites ça, eh bien, vous avez moins de personnel soignant qui a envie de partir. Je pense que c'est un élément fondamental dans la réflexion qu'on doit avoir dans l'approche de l'éthique. Alors, ça fait du bien pour les familles, ça fait du bien pour les patients. Je passerai assez vite, mais en pratique, les proches, les patients ont un sentiment de non-respect dans 20 à 30% dans ces deux études nord-américaines. Et mettre en place des éléments éthiques dans les services, eh bien, ça permet de passer justement de ce bridge du respect à la dignité dans ce dernier papier qui avait été montré toujours par Dispropricus en 2018. Du bien pour soi. Alors ça, c'est un peu mon sujet d'intérêt. La recherche du sens, c'est ce que je travaille, le sens du métier de soignant. Et bien évidemment, ce que je voudrais vous démontrer par cette slide, c'est qu'il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice pour le soignant. Les deux premiers papiers que je vous cite, ce sont le papier de Science, très rapidement. C'est en fait, dans cette étude fantastique, quand vous donnez un petit peu d'argent aux gens et que vous leur permettez de le dépenser pour d'autres, ils sont beaucoup plus heureux quand ils le dépensent pour eux. D'accord? Et dans l'autre papier, ce sont des étudiants, et quand on leur donne la possibilité d'aider d'autres étudiants, ils se sentent beaucoup mieux. Donc, il y a un concept de happiness qui est fondamental. Ensuite, ce concept de happiness, on peut le transformer à notre fonctionnement. Alors, je ne cite pas son nom parce que j'ai toujours beaucoup de mal, mais c'est Amy, elle est, je dirais, une célébrité dans le concept de job crafting qui va consister tout simplement à réfléchir sur l'éthique de son travail. Réfléchir sur l'éthique de son travail, et quand on remet de l'éthique dans son travail, quand on permet aux gens de redonner du sens à leur travail, ils se sentent mieux. Et elle l'a fait, vous le voyez, ça a été fait dans des domaines tels que les healthcare workers, donc ce que notre profession à nous, et on peut tout à fait aider les gens à redonner du sens. Et la dernière partie, c'est justement ce qu'on démontre, c'est Yves Clos et Dejour, qui sont deux Français qui ont beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, et puis il y a eu beaucoup de papiers qui ont été faits sur le burn-out, et en fait, ce que je veux juste dire par là, c'est que quand vous avez une distorsion entre l'image que vous avez de votre métier et la façon dont on vous demande de l'exercer, vous générez de la souffrance. La souffrance du soignant, elle vient de là.
Et d'avoir une formation en éthique, d'avoir des connaissances en éthique, de pouvoir affronter ces difficultés morales auxquelles vous êtes convaincus, permet justement de travailler sur cette distorsion et vous redonner du sens. Alors pour résumer, oui, instaurer un climat éthique, ça permet, c'est une qualité du travail, ça a un effet sur le moral, sur le sens du métier, ça limite les complications, les fuites de personnel, et c'est bénéfique pour les familles, les proches, et bénéfique pour les patients. Alors comment mieux se former? L'une des hypothèses, c'est d'aller sur une formation où on fait des éthiciens. C'est plutôt le modèle nord-américain où on forme des gens à l'éthique, et ces gens vont dans les services pour apporter justement une connaissance. Qu'est-ce qu'on en tire de ça? Finalement, les cliniciens, et ce papier de Schwang le montre bien, ils ne sont pas très satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'ils ont un manque je dirais, de connaissances sur leur monde spécifique. Leur monde spécifique, le monde de la réanimation, Schwang dit, quand ces gens-là viennent à nous, on trouve qu'ils ne comprennent pas notre façon de fonctionner, et finalement, il y a une barrière. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait quand on fait des éthiciens? Finalement, on arrive sur cette rationalité instrumentale, on arrive sur cette institutionnalisation, et on arrive sur une éthique normative, alors qu'on devrait rester sur cette éthique de subjectivité. Tout ça pour dire, c'est que l'idée de former spécifiquement des éthiciens qui viennent à nous, c'est peut-être pas la bonne idée, et donc il faut peut-être faire autre chose, et il faut donc se former soi-même à l'éthique pour pouvoir mieux affronter ces dilemmes. Alors, bien évidemment, c'est toujours intéressant de jouer sur les mots. On a dit se former, mais est-ce qu'il faut être formé? Est-ce qu'il faut se former? Est-ce qu'il faut former? Les consonances sont différentes, et être formé, c'est une attitude qui est plus passive, où on m'apporte l'information, où on m'apporte la connaissance. Se former, c'est une image plus active. Il y a une liberté, je choisis la façon dont je veux former, et puis former, eh bien, ça entraîne cette perspective dialogique qui est fondamentale dans notre exercice. Et ce que je propose là, c'est une idée qui m'est venue, c'est de se dire, peut-être que ça, ce qu'on a là, c'est la carrière du réanimateur. Quand il est jeune, quand il est interne, il est formé. Il est formé par les autres. Il a tous ces éléments théoriques qui vont lui apparaître. Ensuite, on va passer en responsabilité. Et quand on passe en responsabilité, on se forme. On se forme et on vit l'éthique, on vit ses dilemmes, on est confronté à ça. Et ensuite, on continue à avoir la formation théorique. Et en fin de carrière, eh bien, on forme. Et je trouvais ça assez important. Il y a 2 jours de ça, on avait René Robert qui nous faisait une conférence et qui commençait par quoi? Par un cas clinique. Il nous rapportait son expérience. Et je pense que notre carrière de réanimateur, elle ne doit pas se limiter simplement à la première phase d'être formé, mais elle doit être continue dans le temps et passer par ces 3 phases-là. Alors l'éthique du futur, je vais vous faire rêver un petit peu. Est-ce que justement toutes ces questions-là ne sont finalement pas futiles? Futile pourquoi? Parce qu'il y a peut-être d'autres alternatives. Et puis les autres alternatives, c'est celle-là. Is ethic is computable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'on ne peut pas mettre en algorithme les questions éthiques? Alors en 1995, la question était assez provocante. En 2006, on commence à dire, on commence à avoir une approche de modèle computationnel. On met en algorithme les questions éthiques. En 2010, on commence à proposer des modèles. Et sur ce dernier papier, en 2020, on commence à proposer des solutions informatiques. Tout ça est très provoquant. Bien évidemment, j'espère que ça vous heurte un peu. Mais si on ne veut pas arriver à ça, eh bien, il faut garder la main. Il faut garder la main sur le sujet parce que partout où on a des failles, partout où on fait des erreurs, partout où on n'est pas à l'aise, eh bien, on transpose ça à un système virtuel qui est là pour nous assister. Et si on ne veut pas être assisté dans un domaine aussi important que celui de l'éthique, eh bien, il faut se former. Il faut continuer à garder la main pour continuer justement à enseigner et toujours affronter ces dilemmes. Donc, en conclusion, l'éthique, c'est ni inné, c'est ni une aptitude, c'est plutôt une habitude, c'est une façon d'être dans le temps. Il faut se former à l'éthique, d'accord? Ça permet d'avoir les outils. On est formé en début de carrière, on se forme pendant la carrière et on forme en fin de carrière. Le climat éthique, c'est bénéfique pour les soignants, c'est bénéfique pour les proches, c'est bénéfique pour les patients et c'est aussi bénéfique pour soi. Et je voudrais juste vous donner un peu cette idée. Je trouve très intéressant, on en a beaucoup parlé pendant le congrès, je trouve très intéressant le sujet de comment garder le personnel, comment rester attractif. Les Nord-Américains ont mis en place des systèmes qu'ils appellent les Magnet Hospitals. Et ces Magnet Hospitals, c'est une sorte de bundle qui permettent de garder les paramédicaux. Et peut-être qu'on pourrait à un moment donné arriver à un modèle qui serait ce modèle, qui n'a jamais été décrit, mais de Magnet ICU, où on met en place des systèmes de bundle, où on essaie de répondre à certains éléments. Et probablement, pour avoir des Magnet ICU, il faudrait que tous les soignants qui exercent en réanimation aient une formation en éthique continue, qui leur permettrait justement de se sentir plus à l'aise et donc d'avoir moins envie de quitter le service au bout d'un moment.
Donc pour conclure, je voulais conclure sur cette photo. Enfin, ça, c'est une photo qui a été prise dans notre service par Pascal Bachelet, qui est un photographe, comme vous l'imaginez, pendant la période Covid. Et je trouve que cette photo, elle illustre bien, c'est que notre métier, ça reste des humains au service d'un humain. Enfin, et donc, si on ne veut pas à un moment donné qu'une entité virtuelle vienne, je dirais, prendre les décisions à notre place, viennent réfléchir sur des éléments éthiques, pas réfléchir, mais viennent prendre ces décisions, enfin ces choix plutôt à ce moment-là en éthique, eh bien il faut continuer à travailler en éthique, et ce pendant toute notre carrière. Et donc à la question, est-ce qu'il faut se former à l'éthique, je dis oui, il faut se former à l'éthique pour réanimer, et aussi il faut réanimer pour se former à l'éthique. Je vous remercie.